Je me suis passionné pour la nature, donc avec des copains, on avait de lycée, on avait fait fondé le groupe ornithologique parisien. Donc j'ai beaucoup travaillé, moi, en fait, beaucoup plus sur la nature. J'ai fait des études en zoologie, je voulais être directeur de parc national. Oui, je ne vais pas du tout être agronome. Et puis la vie a fait que j'ai changé d'orientation, j'ai repris des études. Enfin, je suis passé de la fac à l'agro. Puis là, l'agro, j'étais effaré parce qu'on enseignait, quoi. Qu'on donnait de la viande aux vaches. On ne savait pas à l'époque que ça allait rendre les vaches folles, mais moi je savais que c'était de la folie de donner de la viande aux vaches, donc je gueulais dans l'amphithéâtre en disant vous êtes dingue de donner de la viande. C'est des herbivores, c'est pas des carnassiers. Et là j'ai vu qu'il y avait que ça déconnait, quoi, que les agronomes étaient devenus fous. Donc je suis rentré, j'ai fait ma 3e année en microbiologie, comme le seul laboratoire de microbiologie des sols de l'INRA c'était Dijon, c'est là que j'ai rencontré Lydia. Et donc j'ai travaillé d'abord sur des bactéries fixatrices d'azote, puisque des plantes fixent gratuitement de l'azote. On peut très bien se passer des engrais si on travaille avec ces plantes. Puis en fait, l'INRA n'était pas du tout intéressé à ce genre de programme, parce que ce n'étaient pas des programmes financés par les grands groupes. Les grands groupes n'ont pas intérêt à ce que les agriculteurs plantent des plantes qui fabriquent elles-mêmes leur azote. Ils veulent des plantes qui consomment beaucoup d'azote. Donc rapidement... j'ai évolué, j'ai mis au point une méthode de mesure de l'activité biologique des sols. J'ai montré que les sols étaient en train de mourir. Alors là ils se sont fâchés, là. Ils se sont fâchés tout rouges. Et du coup, avec Lydia, on a décidé de les quitter. Donc on est parti, on a fondé notre laboratoire. Et comme dit Lydia, ça a été difficile. On travaillait dans la cave. Au début, on avait acheté du matériel d'occasion. Puis il fallait aller convaincre. Donc Lydia restait au laboratoire, dans la cave, à faire les analyses. Et puis moi, j'essayais de convaincre les agriculteurs de nous faire des analyses, quoi. C'était pas... Ça a toujours été dur, c'est toujours dur d'ailleurs à l'heure actuelle, parce qu'ils ne sont pas extrêmement peu d'agriculteurs qui sont convaincus par le rôle de la vie du sol. Il n'y a que 3% des agriculteurs qui sont en biologie en France. Donc c'est encore, il y a quand même 97% qui continuent à empoisonner les sols. Donc vous voyez, on est encore 30 ans après dans une situation qui n'est pas simple. Tu peux peut-être dire que ces études, c'est les dernières que tu as, microbiologie de chair. Alors en plus, la microbiologie des sols n'est plus enseignée en France depuis... l'agro a fermé sa chaire de microbiologie en 1986. Donc il n'y a plus d'enseignement de la microbiologie des sols agricoles. Donc en plus, les agronomes ne savent pas que les sols sont vivants. Donc ça ne les gêne pas de balancer des poisons dessus, puisqu'ils ne savent pas que les sols sont porteurs de 80% de la vie, quoi. Donc c'est sûr qu'il y a un hiatus qui est en train de se faire entre faire comprendre à un monde qui n'a pas reçu d'enseignement sur la vie des sols que le sol est le milieu qui abrite 80% de la vie de la planète. C'est très très compliqué parce que, évidemment, ils ne le croient pas. Pour eux, ils n'ont jamais eu d'enseignement là-dessus, donc ils ne voient pas en quoi il faudrait respecter la vie des sols. Donc on est dans une situation qui est pas facile à faire évoluer. C'est dans un monde qui est parti à l'opposé de la vie. Et les élevages industriels sont catastrophiques, les lisiers complètes. Il n'y a pas que les engrais qui tuent les pesticides, qui tuent la vie des sols, il y a aussi tous les lisiers qui sont... c'est des bêtes malades, on élève des bêtes malades, on mange des plantes malades. Et tout ça, ça fait s'effondrer tout le système vivant. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien, quoi. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Ce qui était important, ça a été difficile. Oui, c'était d'accompagner les gens et puis de vraiment aider les agriculteurs. Parce que, en fait, l'INRA, moi j'étais sur l'association de la qualité des aliments de l'homme. Pourquoi ça a été aussi violent? C'est que les thématiques, quand moi je suis rentrée en 1970, puisqu'après j'ai passé une maîtrise toujours en cours du soir pour arriver à un niveau, on va dire, de diplôme, même si les diplômes ne font pas tout. Mais quand je suis rentrée, l'INRA avait encore des fonds qui venaient des instituts publics. Donc, quelque part, il y avait une liberté de parole. Et puis, comme c'est à l'heure actuelle, pas d'argent. L'argent de l'État a diminué. Et pour que ça fonctionne, l'INRA s'est retournée vers des contrats. On est devenu des contractuels. C'est-à-dire qu'il y avait de l'argent qui arrivait fourni par des grosses entreprises. Danone, Cenoble, Unilever, j'en passe. Nous, on travaillait, on avait des contrats, puisque je travaillais sur la qualité des huiles, les problèmes des huiles, on travaillait beaucoup avec Unilever, Astra. Donc cet argent arrivait. Donc vous comprenez bien que quand de l'argent arrive dans un institut, même s'il est dit institut public, on perd une liberté de parole, parce que, à la limite,
la publication, enfin les résultats appartenaient à l'INRA, mais ils appartenaient aussi à l'entreprise, et en particulier à l'entreprise. C'était à elle. Soit elle les divulguait, soit elle changeait son produit si ça n'allait pas, mais en général, il fallait l'accord. Et moi, on a travaillé, enfin pas moi, l'équipe, parce que l'ensemble de l'unité où j'étais travaillait sur les problèmes de l'huile de colza, et dans les années 75, enfin fin 70 et début 80, il y a eu un véritable problème au niveau de l'huile de colza, mais sans laisser la liberté de parole aux scientifiques ou aux ingénieurs. Donc ça fait quand même énormément réfléchir, parce que quelque part, normalement on est au service de l'agriculture et au service des hommes pour leur nourriture, et c'est pas du tout là, même si j'étais jeune, dire là on se dit il y a quelque chose qui tourne pas rond quand même, non. Et ça fait quand même énormément réfléchir. Donc là ça a été vraiment, je pense, l'accélérateur pour dire non, on peut pas rester, on n'a pas de liberté. Et je pense qu'on n'était pas avec le temps, même si c'est très très dur, parce que quand vous êtes fonctionnaires tous les deux, vous avez un salaire qui tombe tous les deux, et que pratiquement du jour au lendemain on décide de partir, je peux vous assurer que c'est quand même pas facile. On avait nos 2 enfants, faut faire le grand pas, mais je pense qu'on n'aurait jamais pu tenir parce qu'on est trop libre, et que en fait on a du mal sur le mensonge, et c'est pour ça que d'ailleurs nous avons des problèmes, parce que les gens disent quoi qu'il arrive, vous direz toujours ce que vous pensez. Ça nous fait pas que des amis. Quelque part, c'est cette liberté, et c'est ça. Être libre, mais c'est très dur pour être libre à notre époque. C'est un coût, c'est un risque. Oui, c'est un risque, c'est un coût, c'est prendre des coups, parce que vous marchez à contre. Moi, j'ai toujours dit qu'on a ramé depuis des années, et même quand on était à l'INRA, à contre-courant. C'est qu'on est toujours contre. Les gens ont l'impression qu'on est contre, parce qu'on est sur une vision. Quelque part, le mensonge ou être dans le déni, c'est peut-être pas de façon intérieure, mais dans sa vie, c'est plus confortable. Ne pas voir, ne pas accepter. Oui, ça va pas bien, mais en fait, ça va s'arranger. Quelque part, on se met dans une position beaucoup plus confortable.